J'en ai marre. Ça fait 10 ans que je fais attention au plastique, au pétrole, aux polluants et j'ai l'impression que rien n'avance. Les recommandations du GIEC et des autres experts sont formelles. Il faut passer de 11 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant à 2 tonnes d'ici 2050. Alors il serait largement temps de commencer. On met des choses en place, des lois passent et les émissions de gaz à effet de serre de la France ne cessent d'augmenter. Alors c'est vrai, les valeurs sont floues et elles sont mal expliquées. C'est vrai que plein de gens ne s'impliquent pas dans cette transition écologique. C'est vrai qu'interdire est parfois contre-productif aussi puisque ça irrite nécessairement une partie de la population. Et pourtant il y aurait une évidence, mais qu'aucun politique n'assumerait de porter. C'est le compte carbone. C'est très simple, mais trop systémique. Il n'y a que la démocratie qui puisse se saisir de ce concept. Il s'agirait d'allouer à chaque Français un plafond annuel d'émissions qui soit dégressif jusqu'à atteindre les 2 tonnes en 2050. C'était ça l'objectif, non? Voilà, cette mesure, elle est évidente, parce qu'elle atteint son but automatiquement. Elle est simple. Lors de chaque achat ou prestation, je fais débiter son montant carbone de ma carte et on me communique le solde qui me reste jusqu'à la fin de l'année. C'est aussi une mesure qui est sociale, parce que les plus riches n'auront pas assez de leur plafond, qui est une moyenne, et ils devront acheter des points carbone aux plus sobres, qui sont souvent les plus pauvres et qui aimeraient bien qu'on les aide à boucler les fins de mois. Cette mesure, c'est la liberté aussi, car chacun choisit de privilégier ce qu'il veut, et c'est une mesure qui est systémique. Si le coût carbone de chaque produit ou prestation prend réellement en compte toutes les émissions, matières premières, fabrication et transport inclus, les produits les plus émetteurs seront moins consommés car trop chers en quota carbone. Alors ce sera une injonction directe aux entreprises à diminuer le coût carbone de leurs produits. Et là, l'engrenage devient nécessairement vertueux. Si tu veux en savoir davantage sur cette mesure ou nous faire tes retours, tu trouveras plusieurs références en fin de vidéo. N'hésite pas à tester l'idée autour de toi, à en discuter, à diffuser les infos. Il est temps qu'on s'y mette tous. On est tous dans le même bateau. On compte sur toi. Cette séance est placée sous le double signe de la continuité et de la rupture. Continuité parce que nous allons travailler sur la même question, comment parvenir à une obligation de résultat en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et questionnement commun, c'est autour des 4 mêmes questions qui ont été traitées depuis la 4e séance que nous travaillons. Donc, continuité. Par contre, rupture, parce que contrairement aux deux autres familles, celle qui est débattue ce soir met en avant l'idée de rationnement par la demande. Depuis le temps que j'écrivais sur ces sujets, on a l'impression de prêcher dans le désert, de commencer avec l'âge fatigué. Armel est arrivé avec ses forces neuves, son enthousiasme, et a animé beaucoup de réflexions collectives avec les uns et les autres pour essayer de trouver des réponses. Peut-on fixer année après année une obligation de résultat fondée sur une réduction de la dotation individuelle à un taux fixé? Nous proposons 6%, mais peut-être sera-t-il plus ou moins. Comment ça fonctionnerait? Eh bien, le compte individuel de chaque Français serait réduit au niveau de 94% de l'année précédente chaque année. Et c'est tout à fait simple. Il y a une dotation de ces points carbone pour cela. Et donc, il faudrait s'appuyer à ce moment-là sur une agence carbone nationale paritaire ou une autre structure. Certains nous ont parlé de Bercy ou d'autres, mais je crois qu'il faut rester en dehors des taxes, puisqu'on l'a vu dans les premières séances. Et donc, c'est à ouvrir. La deuxième question que pose Pierre Calam, c'est comment éviter que le système simple soit progressivement dénaturé en prenant en compte des situations particulières et qui risque d'ouvrir la boîte de Pandore où s'engouffreraient tous les lobbies. Peut-on admettre que ces solutions particulières sont réglées par d'autres mesures? Donc la question des lobbies, résister, être robuste, c'est une question majeure. Et c'est justement sur cette question que je vais faire appel à Michel Pucki, qui apporte vraiment une réflexion sur le sujet. Donc Michel, directeur d'hôpital et membre aussi de Agir pour le climat. Alors, on prend l'hypothèse de base, hein, à savoir qu'aujourd'hui, c'est une constatation que nous pouvons tous faire, c'est que l'économie, le système économique et l'action politique courante ne produisent aucune incitation particulière à la décarbonation. Et les intérêts particuliers qui se manifestent ne sont pas non plus, je dirais, en tout cas les plus audibles, ne sont pas non plus invités par cette préoccupation. Or, cette décarbonation, on a tous compris qu'elle est de nature à transformer substantiellement le contexte qui confère à ces acteurs politiques et économiques leur pouvoir et leur autorité. Et donc, même en admettant les périls qui nous menacent,
la finalité de tout pouvoir, de toute organisation constituée, finalement de tout être vivant, est de se maintenir, voire d'augmenter son périmètre ou son emprise. Je dirais une réponse un peu traditionnelle, il faut un État fort. Alors, qu'est-ce qu'un État fort? Moi, je dirais qu'il y a 3 priorités. La première, un État fort, c'est un État qui entend, qui écoute ses citoyens et, peut-être plus difficile, qui est capable de comprendre leurs paroles et puis, je dirais, de les transformer en politique pertinente. En deuxième position, c'est probablement le problème de l'intégrité de cet État, hein, à savoir sa capacité d'agir sans compromission systémique avec les porteurs d'intérêts particuliers. Alors, si je me hasarde à faire quelques propositions pour un dispositif carbone éventuel, donc, je dirais, Pierre Calame l'a dit tout à l'heure, hein, une puissance publique influencée par les communs plutôt que par les particuliers. Donc, ce n'est pas uniquement une figure de style. Hein, on peut organiser l'État pour que ces actions publiques soient fondées, articulées sur une gestion concertée des communs. Donc là, nous avons en particulier à notre disposition les partenariats qui sont soutenus par l'ONU, hein, et donc dans sa forme qui correspondent à l'objectif de développement durable numéro 17. Et une proposition, c'est d'inscrire d'ores et déjà d'emblée notre dispositif carbone dans l'agenda 2030 de l'ONU. Ce qui est important, je pense, c'est qu'il y ait une composante citoyenne présente dans la plupart des niveaux de décision. Alors là, il s'agit de l'organiser, mais bon. Une composante publique, avec les 3 fonctions publiques que vous connaissez, la composante économique, la composante scientifique, pouvoir effectivement éclairer la décision par des éléments de connaissance valides, une composante associative et peut-être plus fondamentalement une composante éthique qui assure la déontologie de l'action publique et de la décision publique. Donc ça, c'est prévu par les textes. Hein. L'organisation de l'alerte, c'est également prévu par les textes. Et l'organisation du recours par rapport à des décisions qui seraient prises par cette gouvernance, par cette instance, par ce sommet stratégique, on va dire. La 4e question concerne les effets de levier. Et on n'a pas mieux que les consommateurs pour les influencer. Quand on met des taxes, des interdictions, des subventions, ça n'avance pas vraiment bien. Donc, on a l'impression que c'est de restreindre le quota de chaque consommateur qui vise surtout l'effet sur les entreprises qui doivent ainsi développer des produits et des services bas carbone pour rester désirables. En fait, Coluche nous disait, si personne en achetait, ça ne se vendrait pas. Eh bien, c'est peut-être ça le problème. Le premier mérite du mécanisme de quota individuel, c'est de faire s'adapter les entreprises. Et les bourses régionales devraient peut-être flécher l'investissement public pour aller dans ce sens-là. Alors du coup, moi, Vianney Langui, je suis ingénieur chez Airbus. Je fais partie de l'association The Shifters. Alors The Shifters, vous connaissez peut-être le think tank The Shift Project, qui est donc un think tank que j'ai créé par Jean-Marc Jancovici. L'association The Shifters, en 2 mots, c'est un gros regroupement de bénévoles qui avait pour but initial de supporter le Shift Project dans ses travaux et de faire rayonner de manière plus générale dans la société une forme de pédagogie sur ces sujets-là. Voilà. C'est un travail exploratoire sur la faisabilité du compte carbone. Donc concrètement, aujourd'hui, le compte carbone, c'est un concept qui a l'air très intéressant, mais c'est un concept, donc c'est quelque chose d'assez simple. Et il faut, pour qu'il soit appliqué dans le monde réel, il faut franchir l'étape de la complexité. C'est-à-dire qu'il faut passer du concept, de la simplicité du concept à la complexité du monde réel. Et sur cette étape-là, il y a énormément de choses à faire parce qu'il y a énormément de risques et des écueils qui vont arriver, qu'on va devoir surpasser pour pouvoir avoir quelque chose de réaliste et de fonctionnel à terme, une fois que ça sera intégré dans le monde réel. En termes d'organisation, donc on a une 60aine de volontaires qui sont actifs. On est répartis en 8 groupes de travail que je présenterai dans les slides qui suivent, juste après. Et donc à ce jour, sur le travail qui a été fait jusque-là, c'est d'identifier le périmètre de chacun des groupes de travail, les sujets qui doivent être traités en priorité, les sujets les plus importants. Le deuxième groupe, c'est acceptabilité sociale. Donc ça, c'est un groupe important qui va identifier les freins sociaux et politiques à l'acceptation d'un système comme le compte carbone, de manière à les prendre en compte dans la conception du système.
Donc vraiment, c'est faire un travail de recensement des objections, de recensement des choses qui, à terme, pourraient ne pas marcher d'un point de vue social, pour essayer de les prendre en compte dès le début dans la conception du système. Un autre groupe de travail, c'est le groupe de travail compte avec un S carbone. Donc là, le but, c'est de réfléchir à la manière de mettre en place les comptes qui recevraient les quotas de carbone. Et ensuite, donc voilà, les quotas carbone seraient virés par une agence carbone, par exemple, vers les comptes. Et ces comptes-là, ensuite, seraient débités à chaque paiement en carbone. Donc il faut bien qu'un mécanisme pour héberger ce quota. Sur l'aspect de l'échelle, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte là-dedans. C'est à quelle échelle le dispositif serait le plus efficace. Donc là, on sent que instinctivement, un bon niveau, ça pourrait être l'échelon européen, donc l'Union européenne. Derrière, il y a aussi un certain nombre de réflexions qui peuvent se poser sur on va dire la démarche temporelle de mise en place du compte carbone. Est-ce qu'on met quelque chose en place directement au niveau européen, ou est-ce qu'on met en place d'abord des choses à l'échelle plus locale pour valider le concept et ensuite le faire passer à une échelle plus vaste? Voilà, c'est ce genre de questions sur lesquelles on réfléchit en ce moment. Faut-il prévoir, malgré l'urgence d'agir, une année de test où chacun est informé de sa consommation de gaz à effet de serre, sans encore l'introduire dans les moyens de paiement? Année de test ou pas? Beaucoup de débats parmi nos militants. Pour ma part, moi, je préfère dire une année sans sanction. Parce que le comptage, c'est essentiel. Il faut démarrer par le comptage. Il faut qu'on puisse se rendre compte de ça. Et même quelquefois, je disais en blaguant, si à la fin, dans 10 ans, on a tout oublié, on n'a pas fait le boulot, au moins, on aura mis en place le comptage de quelque chose qui est rare comme le carbone. Donc, je vais vous parler du carbomètre ou comment établir un bilan de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, pour réduire ses émissions, il faut déjà connaître son bilan. Le carbomètre permettait de le calculer, ou permet de le calculer. Je l'ai d'abord créé sous la forme d'une feuille de calcul et ensuite, avec Armel, on l'a transformé en application web ou smartphone où il a reçu le complément d'empreinte de son emploi. Donc, il y a les liens qui permettent d'accéder aux deux formes et Armel avait redonné les liens permettant aussi d'accéder aux deux formes. Alors, pour établir un bilan gaz à effet de serre annuel précis, il faut additionner les émissions de nos différentes actions. Donc, le carbomètre, c'est à considérer uniquement 4 domaines de consommation qui sont 1, le transport mobilité, 2, l'habitation, 3, l'alimentation et 4, l'achat ponctuel de biens et services. Et pour chaque domaine, le carbomètre propose différents postes et calcule les émissions pour ce poste. Le bilan est ensuite calculé par personne du foyer. Donc pour chaque poste, la valeur calculée est le produit d'une quantité fois un facteur d'émission. La quantité dépend de l'utilisateur et pour le carbomètre, nous utilisons les facteurs d'émission provenant essentiellement de la base carbone. Donc je vous ai donné l'adresse. Et les facteurs d'émission sont en kilos de CO2 équivalent par unité. Ils sont en analyse du cycle de vie du produit et intègrent toutes les émissions, c'est-à-dire les émissions directes et indirectes. Le deuxième poste, c'est le logement. Là, on rentre uniquement des consommations soit d'énergie, soit d'eau. Et on voit bien effectivement que pour que les consommations d'énergie, on est sur des taux d'incertitude très faibles. Donc, on est précis. Et pour le bois ou l'eau, c'est un peu moins bon comme certitude sur la valeur. Et ce qu'il y a d'important sur les biens, leurs émissions doivent être réparties sur plusieurs années, étant donné que le bien ne dure pas une seule année. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il faut indiquer une durée de vie estimée pour répartir les émissions sur plusieurs années et avoir au final des émissions annuelles. Et donc la démarche circulaire des points carbone de quota qui serait transmis donc d'entreprise en entreprise permettra d'affiner la connaissance des contenus carbone et donc l'affichage en magasin. En 2014, j'ai été amené à créer une association qui s'appelle Bon pour le climat en perspective de la COP 21 et puis de la COP 22 qui s'est passée au Maroc. Alors, quelle était l'idée? C'est que si on veut il y a des domaines dans lesquels on peut agir, bien sûr, c'est les transports, c'est l'habitat, c'est l'énergie, mais celui qui est le plus facile pour agir, c'est l'alimentation. Et il pèse, selon les estimations, aux alentours d'un quart de toutes nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on a créé cette association et avec l'idée que si on veut que les gens changent leur mode d'alimentation, il faut déjà que ce soit bon. Et on a donné aux chefs
4 critères pour pouvoir agir sur le poids carbone de leur recette. Le premier critère, c'est ce que j'ai dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut déjà que ce soit bon, que ce soit délicieux dans l'assiette si on veut que les gens changent leurs habitudes. Le deuxième critère, le plus impactant de tous dans notre alimentation, c'est privilégier le végétal, c'est-à-dire modifier le ratio animal-végétal. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les impacts sont très intéressants. Actuellement, dans la restauration française, et dont on est très fier, on est inscrit au patrimoine de l'humanité, etc. Et tout ça, bien sûr, mais je ne sais pas de quelle humanité on parle, parce que si on continue au rythme où on est parti, risque de se poser des problèmes pour cette humanité. Et donc, un chef, naturellement, quand il va vous proposer des plats, il va mettre à peu près un ratio de 2 tiers de carné pour seulement 1 tiers de végétal. Et encore, le végétal, s'il pouvait s'en passer, il appelle ça des garnitures. Enfin bon. Et nous, on dit, ce qu'il faut, c'est inverser le ratio. C'est-à-dire mettre 2 tiers de végétal pour 1 tiers d'animal seulement. Et même dans l'animal, il y a une hiérarchie. Évidemment, le bœuf, la volaille n'ont pas le même impact que chacun d'entre eux. Voilà. Alors, est-ce que ça marche, notre démarche? Bien, avec l'éco-calculateur qu'on met à la disposition des chefs, on a eu une expérience, nous, par exemple, à Maloney, dans une ville en transition, où 3 familles ont accepté de jouer le jeu. Il y avait une famille qui était très carnée, une famille qui était flexitarienne et une famille qui était végétarienne. Et les 3 familles, pendant 3 mois, ont, avec notre tweak, calculé le poids carbone de l'alimentation. Et les 3, c'était amusant parce qu'elles ont toutes les 3 réduit leur poids carbone de 30%, en partant des bases totalement différentes. Sur la gouvernance également que pose Pierre Calam, on a sollicité l'ONG Démocratie Ouverte pour travailler cette question. Et peut-être qu'une de nos réponses serait d'avoir une agence nationale paritaire dans chaque pays concerné. Sur la troisième série de questions, justice sociale et découplage, est-ce qu'on aura une double monnaie? Et donc ça, c'est la question numéro 1 de C. Les quotas font de l'énergie fossile une monnaie à part entière. Est-ce que cela va être géré facilement par les monnaies connues aujourd'hui? On a sollicité l'intervention d'un spécialiste des monnaies locales, mais nous sommes également en discussion avec des entreprises de cartes bancaires, puisqu'il est sans doute réaliste que les points carbone soient transportés par les questions de cartes bancaires. En particulier les discussions avec Mastercard et la néobanque MyPocket. En matière de monnaie locale, il y a un réseau qui s'appelle le réseau SOL, dans lequel intervient aussi la monnaie, la Doom. Et on va laisser la parole à notre ami informaticien de la Doom. Je développe de l'Internet depuis 25 ans et j'aide les monnaies locales depuis 7 ans en développement bénévolement des logiciels open source. Je fournis aussi des données anonymisées pour des universitaires. Les monnaies locales étant assez proches de la démarche du citoyen éco-responsable, le sujet des quotas carbone est assez bien reçu. Et comme on dispose de plusieurs logiciels communs aux monnaies, il est possible d'intégrer la prise en compte de ces quotas sans trop de difficultés, ne serait-ce que pour faire des essais grandeur nature. Comme une transaction contient toujours date, expéditeur, destinataire et montant, c'est relativement simple d'y ajouter une variable CO2. Pour résumer celle-ci, les moyens de transfert des points carbone, ça marchera toujours. On trouvera toujours le moyen de le faire. On va revenir sur les questions techniques plus loin. La question de la justice sociale est une question qui est vraiment importante. Et sur les rationnements, notre ami Mathilde Souba a beaucoup travaillé là-dessus. Depuis 2010, sa thèse a été publiée en 2014, 2013, je ne sais plus. Et je vais mettre le lien de la thèse, mais je vous laisse, Mathilde, peut-être nous présenter votre réflexion sur ce sujet. J'ai choisi de me concentrer pour ici sur la question de la justice sociale, qui est évidemment un point très très chaud, mais crucial, et autant l'affronter de face. Donc les quotas de carbone, c'est un mécanisme vraiment à part pour plusieurs raisons. On l'a cité à plusieurs reprises, vous en avez indiqué plusieurs principes qui la démarquent vraiment catégoriquement d'autres instruments qui viseraient à affronter le problème climatique. Mais j'insisterai pour ma part surtout sur l'une d'entre elles, qui est l'intégrité environnementale. Moi, je dis intégrité environnementale. Pierre Calam dit obligation de résultat. On parle de la même chose. Il s'agit de l'inscription dans les limites écologiques.
Et en fait, de cette inscription dans les limites écologiques vont découler toute une série d'effets qui sont directement liés à la justice sociale. La précarité énergétique, c'est le fait pour un ménage de consacrer plus de 10% de son revenu à ses achats d'énergie. Et évidemment, ce poids de la précarité énergétique n'est pas réparti de la même manière dans toute la population. Donc ici, vous avez un graphique issu de calculs faits par l'ADEME qui répartit la population en quintiles de revenus. Donc les 20% les plus pauvres sont à gauche, les 20% les plus riches sont à droite sur le graphique. Vous voyez que la proportion des ménages concernés par la précarité énergétique est plus importante dans les revenus les plus faibles que dans les revenus les plus riches. Ce n'est pas très étonnant. Et des inégalités dans les quantités de CO2 dont sont responsables les ménages. Et là, vous avez toujours une répartition de la population en quintiles de revenus. Donc les 20% les plus pauvres à gauche, les 20% les plus riches à droite. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Et qui vous montrent la quantité d'émissions de CO2 par personne et par an qui sont le fait de ces tranches de la population. Et là, on voit l'inverse, à savoir les plus pauvres sont ceux qui émettent le moins de quantité de CO2 par personne et par an par rapport au quintile le plus riche, le Q5 ici, qui en a émis à peu près 3 fois plus que le premier quintile. La carte carbone, je finirai là-dessus, les quotas de carbone, pardon, le système de quotas de carbone, c'est une politique publique qui a beaucoup d'effets annexes, de conséquences qui sont très intéressantes à déployer. Alors, on va souvent s'intéresser aux variations du mécanisme. On peut vraiment se perdre dans l'évaluation, le test de chaque effet et dans telle situation il se passe quoi. Et je pense que c'est intéressant aussi parfois de rappeler la grande image qui est l'imbrication de la société, de l'économie dans les limites de la planète, qui est vraiment un véritable changement de paradigme par rapport à notre façon de fonctionner, à la façon dont l'économie nous incite à fonctionner. Et donc un phénomène véritablement nouveau dans le paysage des instruments de politique publique. La quatrième question de ce grand bloc C, c'est comment va-t-on protéger les données personnelles? Et ça, c'est la question du RGPD va être un élément tout à fait important. C'est un élément d'acceptabilité. Il faut qu'on puisse garantir aux uns et aux autres que nos données vont être garanties. Les informaticiens nous parlent de technologie end-to-end à développer. Donc là encore, peut-être faire une maquette, un pilote de ce dispositif sera vraiment utile. Peut-être l'enchérissement du carbone va-t-il rendre plus rentable l'investissement de décarbonation? Aujourd'hui, la tonne de carbone est négociée par les industriels à 40 € la tonne. On estime, la France Stratégie a estimé qu'un prix normal serait de 250 € la tonne. On peut imaginer qu'avec une raréfaction du carbone comme on l'imposerait par le compte carbone, on pourrait arriver à 1000 € la tonne. C'est pas tellement, c'est 1 € le kilo, c'est tout à fait abordable. Mais on devient beaucoup plus intéressant pour changer l'isolation de toiture ou mettre une voiture moins consommatrice. Là, on va se concentrer sur la partie construction et matériaux. L'industrie, le secteur économique industrie comporte un sous-secteur qui contient le ciment. L'industrie, c'est 80 millions de tonnes. Le ciment, c'est 11 millions de tonnes. La trajectoire demandée par la SNBC, de moins 81% par rapport à 2015, fait qu'on doit atterrir à 2 millions de tonnes en 2050. Donc, ça donne cette courbe qui est là sur l'écran, ce graphe que j'ai pris, qui est issu du plan de transition sectoriel travaillé par l'ADEME, auquel j'ai pu participer, mais pris en main par les industriels, par l'ADEME, sur un programme financé au niveau européen et qui fait le lien entre les secteurs d'activité et la feuille de route SNBC. On voit ici qu'il y a un gap. On doit arriver à 2 millions, on n'y arrive pas. Ici, c'est une équation de Kaya qu'on utilise pour présenter les émissions de CO2 au niveau mondial, prenant en compte les facteurs de démographique, PIB, etc. Là, elle est adaptée au bâtiment et sous l'angle du ciment. Donc, on voit que habituellement,
quand on le regarde d'un point de vue industriel, on regarde les différents leviers sur lesquels on peut travailler. Combien il y a de tonnes de CO2 dans une tonne de ciment, combien on met de ciment dans un mètre cube de béton, combien on met de mètres cubes de béton dans un mètre carré de bâtiment, donc à chaque fois, qu'est-ce que ça donne en CO2. Et au niveau de la construction, combien il y a de mètres carrés par an, et après la partie carbonatation, soit naturelle, soit par puits de carbone, comme du CCS. Moi, ce que je propose, c'est ce que j'ai dit, on regroupe les facteurs pour en avoir une vision déjà un peu plus synthétique, et on raisonne par acteur. Et c'est cette équation-là qui l'inverse finalement, hein, qui n'est pas une révolution, mais qui permet d'avoir une idée un peu plus claire et de voir que sur ce premier point, les mètres carrés par an, ben évidemment, c'est tellement évident, c'est ça qui va influer, c'est le premier point qui influe. J'avais fait dans mon travail une analyse sur 2018 sur 300 et quelques mille logements, ça faisait 34 millions de mètres carrés. On peut réfléchir, on peut questionner le besoin, on peut questionner davantage le besoin. Questionner le besoin, ça peut être de l'utilisation de multi-usages, comme on dit, mais on peut aller plus loin, par exemple, pour se dire on construit parce qu'il y a un besoin qu'on estime, qu'on remplit tous les ans de tant de milliers de nouveaux logements. Si on raisonne le logement tertiaire, c'est pour appliquer le même raisonnement, et encore ça va bouger peut-être davantage, mais on pourrait décaler encore plus le questionnement et se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres à prendre en compte, tels que le taux de rotation des bâtiments, de l'usage des bâtiments. Le dernier point, c'est celui-ci, c'est dans les reportings extra-financiers, rapports de RSE. Eh bien, ce qu'il faut sûrement améliorer dans les années à venir, ce sera d'exprimer les engagements de façon annuelle, comme les engagements de chiffre d'affaires ou de rentabilité que chaque entité économique, que chaque entreprise s'engage vis-à-vis de ses actionnaires et sur les marchés. Il faudra faire pareil et non pas seulement donner des trajectoires à 10 ou 20 ans ou 30 ans. Il faut le faire en quantité totale et non pas seulement en unité de matériaux, parce que les émissions qu'on doit réduire pour ne pas les rejeter dans l'atmosphère, eh bien, ce sont des quantités totales, ce ne sont pas des intensités par matériau. Il faut donc prendre en compte les quantités totales de matériaux. Ça, c'est essentiel. La question d'après, c'était que prévoir pour la mise en mouvement? Pour bien faire comprendre aux consommateurs qu'on vise les entreprises et bien faire comprendre aux entreprises leur opportunité d'accompagner la décarbonation générale. C'est ça qu'il va falloir faire passer parmi tous nos amis, c'est qu'on ne vise pas ou le particulier ou l'entreprise, on vise l'ensemble. C'est l'ensemble qui va être la suite de ça. Comment mettre en mouvement? Peut-être faudrait-il des comités locaux pour convaincre les élus, pour qu'on puisse avancer dans nos sujets, susciter des mouvements simultanés en Italie, en Belgique. On l'a dit tout à l'heure, on ne pourra pas être tout seul, les Français, à développer quelque chose, même si on sait qu'on peut ensuite susciter le développement, mais ça serait vraiment malvenu dans la politique européenne aujourd'hui que la France parte seule. Donc, il faudra être plusieurs. La première action au lancement serait peut-être un recrutement massif. Ça, Benoît Lebeau nous l'a vraiment dit la semaine dernière, un recrutement massif de formation des conseillers et contrôleurs de la question du carbone. Quid des services publics? Je dois signaler l'ONG Labo 1.5 qui a beaucoup travaillé depuis un an. Il rassemble une centaine de chercheurs qui travaillent à la question de services publics, comment réduire l'empreinte aussi de d'autres services. Peut-être veulent-ils s'exprimer, je sais qu'ils sont dans la salle. Par ailleurs, si chaque Français reçoit chaque mois un relevé mensuel de ses points carbone, il y figurera l'imputation aussi de chaque service public. C'est un schéma en fait que j'ai découvert, en tout cas le rapprochement que j'ai fait assez récemment et qui montre en fait quelque chose d'intéressant. Vous avez en bas à gauche un schéma en fait qui est dérivé d'une courbe qui est classique en économie, qui est la courbe de Branko-Milanovic et qui montre finalement, dans je dirais entre 1980 et 2016, à qui a profité la croissance des revenus. Il faut qu'on marque l'existence d'une faute et qu'à partir de là, on mette en place des politiques de désincitation fermes pour aboutir à une décroissance, je dirais, substantielle et rapide des émissions des plus riches. Est-ce qu'une démarche collaborative, un peu sur le modèle de ce que Wikipédia a pu faire pour l'encyclopédie,
permettrait, dans une vision vraiment de commun, d'aller décrire plus précisément, le plus précisément possible, toutes les analyses de cycle de vie de produits et de services. Et en disant ça, c'est que de la donnée, ni plus ni moins. Comment elle peut être utilisée pour faire de la sensibilisation, pour des mesures autres, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que ce levier collaboratif par rapport à l'intérêt fort qu'il y a aujourd'hui autour de ces sujets carbone permettrait d'avoir une meilleure information, déjà des meilleures bases de données sur le poids carbone de tous les produits, de tous les services qu'on achète. Et donc voilà, ça c'est une réflexion que je voulais simplement partager. J'essaie d'y travailler sur un projet qui n'est pas suffisamment mûr pour que je puisse en parler aujourd'hui. Les 50% les plus pauvres n'auront pas tant de tonnes que ça à vendre sur leur crédit, même avec une politique de frugalité, et que du coup, pour ceux qui voudraient maintenir leur mode de vie dispendieux, le prix de la tonne s'envolera à des niveaux stratosphériques. J'appelle dans mes ouvrages Territoire et filière les acteurs pivots de la transition, parce que les acteurs pivots de la transition sont ceux qui peuvent gérer les relations entre les choses. Et les grands acteurs du XXe siècle, les États et les entreprises, ne gèrent que de manière très linéaire les problèmes, sont incapables d'organiser les relations. Mais en réalité, les territoires et les filières sont encore au tout début de la prise de conscience de leur rôle. On a vu aujourd'hui quand même des efforts très intéressants de comptage qui commençaient à se faire. J'ai été passionné par ce qui a été expliqué sur le bâtiment, par exemple.